Il fut le chevalier parfait. Véritable modèle pour la chevalerie, il défendra les couleurs de l'Angleterre pendant près de 50 ans. Invaincu sur le champ de bataille comme en combat singulier, il deviendra le protecteur et régent du royaume. Un vrai roi en tout, excepté le nom. Cet homme, les chroniqueurs le surnommaient le plus grand chevalier du monde. Son courage et sa détermination furent mis à rude épreuve en servant fidèlement 5 rois anglais dans l'une des périodes les plus chaotiques du Moyen-Âge. Considéré comme l'un des meilleurs combattants de tous les temps, il était à la fois craint et respecté, aussi bien par ses pairs que par ses ennemis jurés, les Français. Mais il ne demanda pas ses honneurs, il les gagna au combat au péril de sa vie. Son nom, Guillaume le Maréchal, le meilleur chevalier du monde. Guillaume est né en 1146 en Angleterre. Il est le fils du baron anglais Jean le Maréchal et de sa seconde épouse, Sibylle. Étant donné le faible rang social qu'occupait son père, le jeune Guillaume sut dès son plus jeune âge qu'aucune terre ni argent ne lui serait accordé et qu'il devrait tracer son propre chemin dans la vie. Et la vie ne fut justement pas tendre très tôt pour le jeune garçon. Son père est en effet impliqué dans la guerre de succession entre l'impératrice Mathilde et le roi Stéphane. Cette querelle dynastique fut une longue période de chaos politique et de guerre, connue sous le nom de l'anarchie, transformant l'Angleterre en une terre sans foi ni loi. D'abord allié du roi Stéphane début 1135, Jean finit par changer d'allégeance en se rangeant du côté de l'impératrice en 1139. Ce revirement poussa le roi à assiéger la forteresse de Newbury. Un assaut de la forteresse amena la capture du jeune Guillaume, faisant de lui un otage politique. Le deal était simple, si Jean voulait revoir son fils vivant, il devait simplement ouvrir les portes et déposer les armes. Sauf qu'à la surprise générale, le super papa Jean refuse de se rendre. En fait, il fait même tout l'inverse. Il renforce davantage sa position et consolide ses défenses. La réponse de Jean au marché est claire et elle mérite d'être directe. Pour lui, il lui reste encore assez de vigueur pour concevoir d'autres fils plus forts que Guillaume. Ça devait être sympa leur pas de famille. On tenta bien de faire croire que le jeune Guillaume allait être balancé contre le château à l'aide d'une pierrière, une sorte de trébuchet, mais rien n'y fit. Finalement, incapable de se résoudre à tuer un jeune enfant, le roi Stéphane le garda comme otage pendant les mois suivants, ne le libérant qu'à la fin de la guerre civile en 1153. Ce premier contact avec le monde du Moyen-Âge fut plus que brutal pour le jeune Guillaume, mais dépourvu d'héritage et de fortune, il se forgea un caractère qui à terme lui permettra de se frayer un chemin à travers les intrigues et les luttes de pouvoir. Âgé de maintenant 12 ans, le jeune homme fut envoyé en Normandie, plus précisément au château de Tancarville, pour y recevoir une éducation auprès de William de Tancarville, un puissant magnat et cousin de sa mère. Dans ses murs, il commença sa formation pour devenir chevalier. Nourri d'histoires bibliques, de prières latines ou encore de la littérature romanesque française, Guillaume grandit dans l'objectif de devenir le parfait chevalier, maniant aussi bien la lance et l'épée que la plume. Allez en garde, ma mignonne! En 1166, âgé de maintenant 20 ans, il prend part à sa première campagne militaire en Haute-Normandie. À cette occasion, il est adoubé chevalier, mais ses débuts sur le champ de bataille furent quelque peu mitigés, malgré une vaillance et un courage avérés. Ne prêtant que peu d'intérêt aux moqueries qu'il suscitait, il put, en étant parrainé par son protecteur William de Tancarville, participer à son premier tournoi en 1167. Vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'il maniait aussi bien la lance que l'épée? Eh ben j'ai menti, il excelle dans le maniement de l'épée. Tellement que durant ce tournoi, il devient le champion incontesté, posant la première pierre de sa légende. L'année suivante, en 1168, Guillaume entre au service de son oncle Patrick, comte de Salisbury. Durant une mission d'escorte, celui-ci se retrouve à protéger la reine Aliénor d'Aquitaine. Longeant la frontière d'Aquitaine, la troupe tomba dans une embuscade tendue par Guy de Lusignan. Celui-ci était entré en révolte contre le mari d'Aliénor et le nouveau roi d'Angleterre, Henri II. En réponse, le roi s'empara du château de Lusignan, qu'il fit raser. Du coup, plein de rancœur et n'ayant pas la force d'affronter directement Henri, Guy préféra essayer de capturer sa femme. Durant l'embuscade, l'oncle de Guillaume, Patrick, trouva la mort des mains des assaillants, mais réussit à gagner suffisamment de temps pour permettre à la reine de s'enfuir. Combattant avec courage, mais malheureusement blessé à la cuisse, Guillaume ne put venger la mort de son oncle et fut prisonnier par Lusignan pour être échangé contre une rançon. Il fut miraculeusement soigné par un membre de la cour de Lusignan et put se remettre de ses blessures. Cet acte de bonté lui a probablement sauvé la vie, car les morts par affection mortelle étaient monnaie courante à l'époque. Finalement libéré par le paiement de la rançon par Aliénor d'Aquitaine, qui a apparemment été impressionné par les récits de sa bravoure, il demeura au service de sa maison pour les 2 années suivantes, participant à des tournois et gagnant en renommée comme le parfait chevalier. En 1170, Guillaume fut chargé d'une tâche considérable, éduquer aux armes l'héritier du trône d'Angleterre, Henri le Jeune.
Profondément fidèle à son protégé, Guillaume prendra son parti dans la révolte qui opposa le roi Henri II à son épouse Aliénor, soutenue par Henri et ses frères, notamment Richard Cœur de Lion. Si vous souhaitez connaître un peu plus en détail cette révolte, j'ai fait il y a quelques temps une vidéo spécialement sur Richard Cœur de Lion et les nombreuses révoltes de la famille Plantagenet. Je vous mets le lien juste là. Cette révolte dura à peine un an. Pendant cette période, on ne sait que peu de choses sur les activités spécifiques du maréchal, en dehors de sa loyauté absolue envers le jeune prince. Une chose en revanche était sûre, c'était que de 1176 à 1182, les deux compagnons parcourent toute l'Europe pour participer à des tournois, s'illustrant à chaque joute en mettant leur vie en jeu pour la gloire et l'argent, devenant des légendes louées pour leurs compétences martiales. Petite précision, quitte à casser l'ambiance, je rappelle juste que contrairement au cinéma qui montre des joutes grandioses où le but est de faire tomber son adversaire de son cheval, comme bien souvent, la réalité était tout autre. Les tournois étaient des batailles dangereuses, potentiellement mortelles, qui ne prenaient fin que lorsqu'un adversaire ne se relevait plus. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et l'amitié entre le prince et Guillaume se termina brutalement lorsqu'un scandale éclata. Le précepteur fut accusé d'entretenir une liaison avec Isabelle de France, la propre femme du prince Henri. On ne sait pas réellement si ces accusations étaient véridiques, ou bien s'il s'agissait d'un simple stratagème pour détourner l'attention des véritables accusations, ou bien encore s'il s'agissait d'une invention des ennemis politiques de Guillaume. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'année 1182, le maréchal fut retiré du service du jeune roi et provisoirement rayé de la vie politique. Et quand je dis provisoirement, c'est peu de le dire, car seulement quelques mois après cette affaire, en janvier 1183, le jeune Henri déclara la guerre à son frère Richard Cœur de Lion. Henri décida alors de rappeler Guillaume, qui fut acquitté de toutes les accusations. Mais ces retrouvailles ne durèrent pas longtemps. Malade, Henri mourut de maladie le 11 juin 1183. Sur son lit de mort, le prince demanda au maréchal de réaliser son vœu de partir en croisade. Fidèle à sa promesse, le chevalier prit part à la croisade et se rendit en Terre Sainte. Le mystère des années 1183-1185, durant lequel on ne sait rien de ses activités, reste encore entier à ce jour. Si ce n'est qu'il combattit aux côtés de son vieil ennemi Guy de Lusignan et des Templiers à Jérusalem. Mais sentant peut-être le vent tourner pour les croisés et ayant respecté sa promesse, il décida de rentrer en Angleterre en 1186, marquant un nouveau tournant dans son ascension politique. Une fois de retour en Angleterre, Guillaume entra au service d'Henri II. Ce dernier a d'ailleurs bien besoin d'un chevalier expérimenté comme le maréchal, car depuis 1180, Henri est en plein conflit avec ses fils. Oui, encore. Et notamment Richard Cœur de Lion, qui veut s'emparer du trône. En 1189, Guillaume eut l'occasion de faire grandir davantage sa légende. Au cours d'une escarmouche près de Chinon, alors qu'il couvre la fuite d'Henri II, Guillaume réussit à désarçonner Richard. Mais plutôt que de tuer le prince, le maréchal abattit son cheval d'un coup d'épée, démontrant de manière incontestable que s'il l'avait voulu, il aurait pu passer Richard au fil de l'épée. La légende dit d'ailleurs qu'il fut le seul à n'avoir jamais désarçonné Richard. Néanmoins, après la mort de Henri, le maréchal fut accueilli à la cour par son ancien adversaire, le nouveau roi Richard Ier, qui savait que la loyauté et les exploits militaires du maréchal étaient trop utiles pour être ignorés. Désormais âgé de 43 ans, Guillaume obtint enfin la récompense tant attendue. Il épousa, avec la bénédiction de Richard, la jeune fille de 17 ans, Isabelle de Clère, passant de simple chevalier sans terre à l'un des hommes les plus puissants du royaume, possédant des terres en Angleterre, au Pays de Galles ou en Normandie. Bien que politique, le mariage du maréchal fut apparemment un mariage baigné dans l'amour, amour qui donna naissance à 5 fils et 5 filles. En 1190, preuve supplémentaire de la confiance de Richard envers le maréchal, il le nomma au conseil de régence pendant que lui-même participait à la troisième croisade contre Saladin. À la suite du retour de Richard de la Terre Sainte, il participa à la guerre opposant Richard au roi de France Philippe Auguste, combattant aux côtés du roi à la bannière dorée jusqu'à la mort de celui-ci, emporté par l'infection d'une blessure d'arbalète à l'épaule. Je vous avais dit que les infections c'était pas quelque chose à prendre à la légère. Sur son lit de mort, le roi lui confia la garde de Rohan et du trésor royal pendant toute la durée de l'interrègne. En 1199, Guillaume fit le choix de soutenir le petit frère de Richard, Jean sans Terre, comme nouveau roi d'Angleterre. Mais leur relation devient rapidement compliquée. Pendant la guerre contre la France, Jean perdit de nombreux territoires stratégiques, dont la Normandie. Pour tenter de sauver ses possessions en Normandie, Guillaume fut face à un choix cornélien. Il dut rendre hommage au roi de France et exclusivement au roi de France, provoquant la fureur de Jean se sentant insulté. Et la situation s'aggrava davantage pour le royaume. Le roi et ses barons entrèrent en un conflit ouvert connu sous le nom de la Première Guerre des Barons, véritable guerre civile qui dura à peu près 2 ans jusqu'à la signature du traité de la Magna Carta. En naviguant à travers les tumultes des tempêtes politiques, Guillaume resta quand même fidèle au roi Jean, lui permettant même de revenir en grâce en 1212. Le roi Jean meurt de dysenterie le 12 octobre 1276. Et une fois de plus, un roi va demander une faveur à Guillaume sur son lit de mort.
Le roi Jean lui confia la garde du trône et de son fils Henri III, âgé alors de 9 ans. Guillaume le Maréchal, l'un des chevaliers les plus respectés d'Angleterre, fut nommé par le Conseil du roi protecteur et régent du royaume. Malgré son âge avancé, il est âgé de presque 70 ans le papy quand même. Guillaume commanda plusieurs campagnes militaires, menant d'importantes charges de cavalerie contre les Français, matant des barons rebelles, ou encore en tuant le chevalier français Thomas du Perche, alors âgé de seulement 20 ans. La politique du régent était simple, éliminer le plus rapidement possible d'Angleterre les Français. Et pour cela, il manœuvra avec modération et intelligence, démontrant une vision politique éclairée, usant de compromis même face à la critique, dans l'unique but d'assurer à son suzerain une paix et une stabilité durables. Mais même le plus vigoureux des hommes ne dure éternellement. En mars 1219, sentant la mort arriver, il convoqua son fils William et ses proches dans son domaine du Berkshire. En ces murs, il convoqua une réunion extraordinaire des barons. Il confia alors la régence au légat du pape Pandwult Verraccio, rejetant par la même occasion la prétention de l'évêque Pierre Desroches et des autres barons présents, dont Guillaume se méfiait. Il mourut paisiblement le 14 mai 1219, entouré de ses amis et de sa famille. Il fut enterré dans l'église du Temple de Londres, où son tombeau est toujours visible. En apprenant sa mort, son ennemi, le roi de France Philippe Auguste, demanda à ses chevaliers un toast à sa mémoire, le nommant le meilleur chevalier du monde. La légende du maréchal s'acheva ainsi. Comme un homme droit et juste, un chevalier au cœur valeureux et au talent à l'épée inégalé. Sur son lit de mort, il se souvient d'avoir vaincu 500 combattants au cours de sa carrière. En revanche, bien que sa renommée fût justifiée, son titre de meilleur chevalier du monde est à nuancer. Déjà, le noble qui l'appela par ce titre était l'un de ses compatriotes anglo-normands, et retire l'impartialité. De plus, bien qu'ayant accompli de grands exploits militaires, sa plus grande réussite fut dans les joutes, mais des hommes comme Bayard, Roland, Le Cid, Du Guesclin ou encore William Wallace n'ont certes pas gagné autant de tournois, mais ils ont accompli de plus grands exploits militaires. Le non-respect de certaines règles de l'église ou encore des rumeurs d'actes barbares écornent également l'image du maréchal. Et même sans ce titre, on ne peut nier qu'il marqua son époque. Il avait connu les champs de bataille, la gloire des tournois et la dureté des croisades. Il affronta de nombreux barons rivaux, vit la mort de nombreux rois, et resta une figure hors du commun à l'esprit chevaleresque. Né comme le quatrième fils d'un noble mineur, il gravit honorablement les échelons pour finir par diriger et devenir le bouclier du royaume d'Angleterre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez d'autres candidats au poste de meilleur chevalier du monde, je vous laisse le mettre en commentaire. Si vous avez apprécié le visionnage, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, de s'abonner, pensez à partager la vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain récit.